Il y a quelques mois, j'ai réalisé un rêve, je suis allée à New York. Truc de la noyau, je pense. Faut savoir que moi, de base, je suis pas du tout une citadine. Je viens d'une ville de 2500 habitants à peu près, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Donc autant vous dire que mon enfance, c'était pique-nique au lac des Truites et mon adolescence, c'était de traverser les vignes à vélo pour rejoindre mes copines. Ce qui était super, mais ce qui n'était pas ni New York, ni Londres, ni Paris, quoi. J'avais qu'une hâte quand j'étais ado, c'était d'aller à Paris. J'avais une obsession avec cette ville que j'ai toujours, même si ça se calme, parce que maintenant ça fait longtemps que j'y vis. Du coup, après le bac, j'ai emménagé à Paris où je suis restée de mes 17 ans et demi à mes 23 ans et demi à peu près. Et ensuite, de mes 23 ans et demi à mes 24 ans, je suis restée un peu moins d'un an à Londres pour mes études aussi. Et j'ai adoré Londres également. Mais c'est vrai qu'en visitant New York, j'ai eu ce frisson de liberté que j'ai dès que je découvre une nouvelle ville, en fait. À chaque fois, ça me fait le coup. Et maintenant, je ne fais que y repenser. J'ai envie d'y retourner à tout prix. J'aimerais trop voir New York à l'automne, ça doit être magnifique. Pourtant, il y a plein de choses dans cette ville et dans les villes de manière générale que j'abhorre, que je déteste, contre lesquelles je suis, notamment en France. Je suis contre l'ultra-capitalisation. À Paris, il se passe tout en termes d'offres culturelles, d'offres fashion surtout. Mais malgré tout, ces villes, eh ben, elles me font rêver et elles me donnent l'impression de vivre et d'être moi-même. Du coup, je me suis posé la question depuis quelques mois et je me la pose encore. Pourquoi est-ce qu'on rêve si fort de certaines villes? Pourquoi on a l'impression qu'une ville peut changer notre vie, qu'on peut être quelqu'un d'autre? Et pourquoi aussi c'est toujours à la ville que la mode se passe? Les villes racontent complètement des histoires. Moi, à la campagne, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours l'impression qu'il n'y se passait rien, alors que c'est complètement faux. Et je m'en rends compte, plus je grandis, plus je deviens adulte, moins aussi j'ai de tolérance pour les grandes villes. En tout cas, j'avais toujours l'impression qu'à la ville, il allait se passer quelque chose, pour moi. Qu'il allait m'arriver une vraie aventure, de celle qui mérite d'être vécue. Et je me suis aussi rendu compte en visitant New York qu'une ville, justement, ça ne se visite pas, mais ça se vit. Il faut y vivre, il faut y laisser quelque chose de soi, sinon on passe complètement à côté d'expériences de la ville. Par exemple, Londres. Moi, j'y suis allée début 2020, avant le Covid et tous ces trucs pas cool là, avec des copines, on y a passé quelques jours. Et je fantasmais déjà à cette époque sur London, j'avais l'impression que ça allait être ma ville de cœur. Et pourtant, au cours de ces quelques jours, je n'ai pas eu le coup de cœur que je pensais avoir. Dans la ville, il faut sans cesse faire des choix. Quelle rue emprunter, dans quel bar aller, quel parc traverser pour se faire une pause, à qui s'adresser, à qui poser la question de où il faut changer le métro, machin. Et franchement, à une décision près, tu peux te retrouver dans un calvaire, littéralement. Dans une ville, tout est sous contraire peut arriver. Il y a une forme de contingence totale quand on vit à la ville. Et cette idée de la contingence, cette notion philosophique de la contingence, elle est le point commun entre les métropoles, la mode et la modernité. Trois notions qui en fait vont ensemble, sont très 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 imbriquées, qui sont nées à la même période, à la fin du 19e siècle, après l'industrialisation. C'est Elena Esposito qui en parle très bien dans l'ouvrage de philo Philosophical Perspective on Fashion. Elle nous explique que les sociétés prémodernes sont bâties sur des principes nécessaires et immuables. Le beau, le bien, le vrai. Niveau stabilité, on y est. Alors que la société moderne est caractérisée par l'inverse, par un principe de variabilité et par un principe de pluralité. Il y a une idée très moderne, c'est que l'individu se forge lui-même. On se crée notre propre identité. On est comme on est, pas parce que c'est comme ça, par nature ou par nécessité, mais parce qu'on s'est forgé, qu'on s'est construit brique après brique,
un physique, une apparence, une vision du monde, une intelligence, une certaine esthétique aussi de vie, etc. Or, puisque l'individu moderne se construit lui-même et qu'il n'existe pas par nature, ça veut dire qu'il pourrait être complètement différent, il pourrait être autrement. Et c'est ça la contingence sociale. Vivre dans la ville et vivre avec la mode, c'est vraiment expérimenter de plein fouet cette notion de la contingence. C'est se dire, je suis comme ça, mais je pourrais complètement être différent. Et ça, pour moi, c'est extrêmement réjouissant. Pour tout vous dire, la raison pour laquelle j'avais tant envie aussi de quitter l'Alsace à l'époque quand j'avais 17 ans, c'est parce que, et on va un petit peu se rapprocher vous et moi, à la fin de ma terminale, j'ai fait ma première fois avec un garçon en soirée dont je n'étais pas amoureuse et j'étais un petit peu éméchée, si vous voyez ce que je veux dire, loca. Et évidemment, dans ce contexte-là, ça a fait jaser, comme on dit. Et je me suis fait slut shame, c'est-à-dire que les gens ont mal parlé de moi. J'ai entendu des trucs de on se respecte pas, je me respecte pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref. Et en fait, quand tu vis dans une toute petite ville, ces choses peuvent vite être très lourdes parce que moi, quand j'allais au centre-ville, expression provençale à 100%, j'étais quasi sûre de croiser 4 ou 5 personnes que je connaissais, quoi. Donc très vite, tu peux développer une forme d'anxiété sociale en mode tout le monde me voit, tout le monde se dit putain, c'est elle qui a perdu sa virginité alors qu'elle avait droit à 3 grammes dans le sang. La honte, bouh! J'avais encore plus hâte de partir vivre à Paris, là où personne ne me connaissait et surtout là où je pouvais complètement me réinventer, me redéfinir. Cette notion de la réinvention, de la transformation, même de la transfiguration de soi, parce que ça passe beaucoup par les apparences et on va le voir dans la ville. Moi, c'est quelque chose, je crois que c'est ça que j'associe beaucoup à ma liberté, en fait. Et je pense que cet événement qui a eu lieu dans mon adolescence, il est assez fondamental sur comment je me perçois, comment je définis ma liberté et sur mon amour des villes et notamment de Paris. Or, c'est quelque chose qui ne me concerne pas que moi et qui concerne en réalité tout mon panthéon d'icônes, des femmes qui m'obsèdent depuis l'adolescence. Je parle évidemment de Joan Didion, dont je vais vous parler longuement, mais aussi de Cindy Sherman, cette photographe qui s'est prise en photo sous tous les angles possibles, en portant plein de costumes, etc. Et en vrai, même Carrie Bradshaw, qui a été un personnage assez clé dans qui je suis devenue en tant que jeune femme et tout, en fait, c'est des femmes qui ont un lien hyper fort à l'apparence, qui savent jouer des apparences pour obtenir ce qu'elles veulent, mais aussi qui se réinventent sans cesse. Ce sont aussi des femmes qui ont un côté assez traditionnel et à la fois très moderne. Et c'est cette friction-là qui m'intéresse parce que c'est aussi ce que j'ai l'impression d'être. Joan Didion, par exemple, elle incarne vraiment la figure de la femme classique, dans son style, assez bourgeoise quelque part, dans sa manière aussi d'habiter un rôle social, avec son mariage, le fait qu'elle ait été mère, qu'elle se soit mariée vite et jeune, etc. Et à la fois, c'est une femme profondément moderne, profondément en rupture par son écriture, mais aussi son regard désenchanté et son indépendance intellectuelle. En tout cas, ce que ces femmes ont en commun, et ce qui a fait que je m'y suis aussi retrouvée, c'est que ce sont des femmes assez paumées, qui ont fait des grandes choses, mais qui, me semble, ne savent pas renoncer, ne savent pas faire de choix. Or, la ville, c'est l'endroit idéal pour les gens qui ne savent pas faire de choix. Ça me fait rien, c'est bizarre. Didion, elle a beaucoup écrit justement sur l'incertitude, le fait de douter, de ne pas savoir se situer, de ne pas pouvoir adhérer à quelque chose, de ne pas pouvoir choisir. La phrase d'ouverture de son essai The White Album, c'est « We tell ourselves stories in order to live ». On se raconte des histoires pour pouvoir exister. Et moi,
I live by that, guys. Genre, vraiment, vraiment. Moi, je me raconte tout le temps des histoires. Je me fais des fake scénarios dès que je prends un train. J'ai trop besoin de la fiction, j'ai trop besoin de romantiser la vie. Et pourtant, je suis quelqu'un de profondément cynique, je crois aussi, et d'assez réaliste. Joan Didion, elle est arrivée à New York à 20 ans en 1956, après avoir remporté un concours de Vogue. Du coup, elle commence à bosser pour le magazine, qui marque le début de sa carrière journalistique, mais aussi littéraire, parce qu'en réalité, c'est vraiment à New York qu'elle va développer un style, une patte, comme on dit. Elle y reste 8 ans à ce moment-là, donc de ses 20 à 28 ans. Et en fait, la ville de New York va complètement impacter son écriture, qui est une écriture très concise, précise, avec un grand sens du détail, qui est presque un peu parfois chirurgicale et froide en réalité. Il y a un texte que j'ai découvert tout récemment en préparant cette vidéo, qui s'appelle Goodbye to All That, et je vous le mets en lien dans la description parce qu'on peut le trouver sur internet. C'est très court et je vous conseille de prendre 10 minutes pour le lire si vous savez parler anglais. C'est, je pense, mon plus grand coup de cœur littéraire récent. Ce texte, il m'a émue vraiment d'une manière très 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 intime. C'est un texte qui parle de ses années à New York, de ses 20 à 28 ans quand elle a vécu à New York, qu'elle ne connaissait pas du tout, et comment elle s'est perdue dans cette ville, comment elle en est tombée amoureuse aussi. Elle a cette phrase très belle que je vais vous lire. « J'étais amoureuse de New York. Je ne parle pas d'amour au sens familier du terme, mais plutôt d'un véritable coup de foudre pour cette ville. Comme on tombe amoureux de la première personne qui nous touche et dont on ne se remettra jamais vraiment. » Et c'est l'effet que m'a fait Paris aussi. Et dans ce texte, je retrouve tous les émois, toutes les sensations, cette euphorie et en même temps ce désespoir aussi de vivre en étant aussi jeune dans la ville. Elle dit que à New York et en ville, puisque tout peut arriver, rien ne compte. Et moi, je sais pas comment dire, c'est vraiment ce que j'ai ressenti les 3 premières années que j'ai vécues à Paris. Elle écrit « Rien n'était irrévocable, tout était à portée de main ». Comme si, quelle que soit la décision que tu prends, ça va pas avoir d'impact sur ta vie. C'est pas vraiment toi qui vis. Tu te vois vivre, mais t'es un peu à côté de tes pompes à chaque fois. C'est une ville qui est plus en fait une notion romantique, comme une forme de rêve, d'horizon, mais c'est pas une vie. Et elle dit dans ce texte que c'est à 28 ans, et je vais avoir 27 ans dans un mois, donc je pense que mon cerveau, il est peut-être un peu en train aussi de se reboot quelque part, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, les choses sont irrévocables et que les actions qu'on fait, c'est les nôtres et c'est notre vie. Et du coup, ça lui a été insupportable de rester à New York en sachant ça, en le comprenant, en portant la mesure de ça. Et donc, elle a dû partir. Cette idée que la ville, c'est pas une vraie vie, qu'on peut se réinventer sans cesse, mais du coup jamais se définir, ce qui est un danger aussi, c'est parce que la ville, c'est une fantasmagorie, une usine à fantasmes, une usine à chimères. C'est un lieu de fiction, un spectacle enchanteur où on peut se perdre assez facilement. Et pour comprendre mieux ce que c'est qu'une fantasmagorie, il faut lire Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est un penseur juif allemand qui est né en 1892, et qui est mort en 1940. C'est un penseur hétéroclite qui est passionnant, qui a passé sa vie à côté des sentiers battus. Il n'a jamais eu de poste universitaire fixe. Il s'est complètement fait recal de l'université. Il préférait écrire des fragments plutôt que des essais un peu classiques. Il était donc juif dans une Europe de plus en plus hostile. Évidemment, il était marxiste, mais à la fois allergique au dogme. Bref, il était inclassable. Il a vécu toute sa vie dans une précarité chronique, en fait, entre Berlin et Paris notamment. Il a été amoureux de Paris, lui aussi. Et finalement, en 1940, en fuyant le nazisme, il se donne la mort à la frontière espagnole. En fait, Benjamin, il s'est vraiment intéressé aux univers métropolitains qu'il a traversés. Il a traversé plein de villes. Naples, Moscou, Marseille, Weimar, etc. Toute sa vie, il a voyagé et il a écrit
sur les villes. Et il a écrit sur les villes avec plein d'approches textuelles différentes, des textes journalistiques, des essais philosophiques, des aphorismes, des mémoires, etc., comme pour retranscrire la qualité composite de l'expérience de la ville. C'est en 1927 qu'il entreprend son plus gros et plus ambitieux projet sur les passages parisiens. Les passages parisiens, vous savez, c'est ces petits passages à opéra où aujourd'hui, franchement, les Parisiens ne vont plus vraiment. Je pense que c'est vraiment les touristes qui y vont, mais c'est quand même très beau. Je vous conseille quand même d'y passer. Passage Vivienne et tout ça, c'est des endroits très très beaux qui sont restés très anachroniques. Il y a beaucoup de boutiques d'art dedans. En tout cas, à l'époque, ces passages, c'était une grande nouveauté et Benjamin s'y est intéressé parce que les passages sont le fruit d'innovations techniques avec l'association du fer et du verre notamment, mais aussi parce qu'il représentait le commerce, en fait, et son importance au début du XXe siècle, un monde qui commençait à vraiment devenir de plus en plus capitaliste, et parce que, assez paradoxalement, ça a été le lieu des rêveurs, le lieu des flâneurs. C'est donc un lieu, ce passage parisien, hyper paradoxal, parce qu'il a été construit pour accueillir des commerces, pour vendre, et pourtant c'est un lieu où on flâne, où on rêve, où on n'achète pas. Et c'est vraiment un truc auquel je pensais tout le temps à New York qui est quand même le temple du capitalisme, c'est comment est-ce qu'on passe d'un projet capitaliste, le plus capitaliste qu'il soit, si on considère New York peut-être, où il est demandé aux passants de consommer ou de désirer consommer, faire du lèche-vitrine, etc., à une modalité fantasmagorique, un appui au rêve, au songe, à la vie intérieure. Selon Benjamin, Baudelaire est l'archétype du flâneur. Mais attention, selon Benjamin, le flâneur, c'est pas un être qui ne se sent pas concerné par la vie, par la politique, qui flâne, parce qu'il a rien de mieux à faire. Pas du tout. Le flâneur, pour Benjamin, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. La flânerie lui permet de penser, d'essayer de mettre ses pensées en ordre. Cette flânerie, c'est une manière de protester contre la foule, d'avancer à contre-courant. Le flâneur, c'est un outsider. Le rôle du flâneur, c'est de réussir à se perdre, à créer du désordre. Donc le flâneur, c'est complètement une figure de résistance du contrôle social qui, d'abord, est un contrôle spatial. Et c'est cette déambulation, justement, qui permet aux flâneurs de percer à jour la fantasmagorie du capitalisme. Cette déambulation, selon Benjamin, elle permet de réinjecter de la vitalité dans notre rapport à la ville, dans notre urbanité. D'autant plus que Benjamin dit qu'aujourd'hui, c'est super dur de se perdre dans une ville. Depuis les projets du baron Haussmann à Paris, en réalité, on peut très très vite se repérer à Paris. Donc c'est vraiment un enjeu poétique et politique que de déambuler, que d'apprendre à se perdre. New York, la ville, est un quadrillage. C'est impossible de se perdre. T'as pas des recoins, c'est pas très biscornu. À la limite, Paris, c'est assez biscornu, mais New York, c'est pas du tout le cas. Quand on se baladait, j'avais vraiment ce sentiment que ça manquait de rondeur, que ça manquait de recoins, que ça manquait, je sais pas, d'une colline peut-être aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lit Benjamin, moi quand j'ai lu Benjamin, on peut le trouver un peu naïf. En tout cas, on peut se dire qu'au début du XXe siècle, le capitalisme n'avait pas pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va à New York, franchement, moi, ça m'a tellement choquée. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelque chose à consommer. Il n'y a pas un endroit où pour faire une activité, il ne faut pas sortir sa carte bancaire. Et c'est vrai que ça casse un peu l'expérience. La ville est comme un grand supermarché. Le pire, c'est le quartier là à Soho. Franchement, ça c'est super badant. C'est un mall à ciel ouvert, quoi, littéralement. Après, c'est vrai qu'à Paris, je pense que quand tu vas sur les Champs-Élysées, c'est pareil. Mais ce qui est très étrange, et c'est ce que je me disais à New York, c'est que les villes sont devenues ces espaces d'ultra-capitalisme où toute expérience nécessite de l'argent, à part aller au parc. Je pense que c'est la dernière expérience qui est gratuite dans une ville finalement. C'est des espaces de productivité où il y a une concentration de bureaux, de travailleurs, de cols blancs, etc. Et à la fois, la ville, c'est aussi le lieu du flâneur, le lieu de l'oisif, le lieu du dandy, de celui qui aime se montrer,
qui aiment flâner, qui aiment faire la fête, qui aiment discuter en terrasse. Aussi peut-être parce que nos appartements sont plus petits, à nous les citadins, qu'on vit dans des endroits exigus où souvent il y a peu de lumière, etc. On a plus tendance à vivre dehors, à se retrouver, à discuter. Aussi, ça c'est Benjamin, c'est quelque chose qu'il le dit, je vais en reparler dans la suite de la vidéo, mais il parle beaucoup du fait que vivre en ville, c'est une expérience choquante, et que du coup, puisqu'on est sans cesse choqué, autant par le bruit, le son, tout un espace sensoriel, mais dont je vais revenir à la toute fin de la vidéo, il y a le chapitrage si jamais. Pour pallier à toutes ces choses bizarres et choquantes, le citadin et la citadine ont l'habitude de surintellectualiser et de parler, en fait. C'est vraiment quelque chose de suranalyser ce qui leur arrive, de surintellectualiser leur rapport. C'est vraiment en lien avec l'urbanisme, en fait, avec comment on vit dans un espace tous ensemble. Et donc, malgré le fait que les villes soient devenues ces espaces hyper hostiles où on travaille et on dépense et où on a des concepts de start-upers et de mecs sortis d'écoles de commerce qui veulent nous vendre des coquillettes à 20 balles partout, on arrive quand même à expérimenter la ville autrement que par la consommation. Et ça, c'est quand même un mystère. Et c'est quand même, je sais pas, beau, je trouve. Il faut savoir que cette expérience de la flânerie et le flâneur baudelairien de Benjamin, eh ben c'est un homme. Spoiler alerte. Benjamin le dit lui-même, il démystifie très vite l'origine sociale de son flâneur. Il dit que la plupart du temps, le flâneur est un bourgeois qui a le temps déjà de flâner, mais c'est aussi un privilège d'homme. Le flâneur, il a des yeux. Et le flâneur, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la passante. Nouveau personnage unlock dans la ville, la passante, parce que s'il y a un flâneur, il y a forcément une passante, évidemment. Et il y a un article super de Agnès Rocamora, qui est une chercheuse, une théoricienne de la mode, qui a notamment enseigné au London College of Fashion, où j'ai fait mes études quand j'étais à Londres. Elle écrit « Objet du regard du flâneur, source anonyme d'émotions, séduisante apparition dont la fugitivité même fait écho à celle de la modernité et de son cadre urbain, la passante est une figure de la ville, car c'est dans ces rues qu'elle s'y rencontre. » Rocamora, elle interprète cette hâte de la passante comme étant un habitus urbain féminin. Un habitus, vous savez, c'est ce concept de Bourdieu, le sociologue, le grand sociologue, qui symbolise une pratique qui est socialement déterminée, ou bien par ta classe sociale, ou ton ethnie, ton groupe ethnique, ou bien par ton genre. Ce que Rocamora nous dit, c'est que la condition de femme qui vit à la ville impose le mouvement. Il faut bouger et bouger vite. Elle dit que, en fait, c'est déjà pour une chose très pratique à l'époque, qui est de ne pas se faire confondre avec les prostituées. Mais en réalité, c'est aussi pour éviter de se faire alpaguer, de se faire harceler dans la rue. On se libère après la Deuxième Guerre mondiale complètement des carcans du studio pour aller investir la rue. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a toute une iconographie de photos de mode dans les rues de Paris. Et je pense que ça, pour moi, ça a beaucoup joué aussi sur mon fantasme de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en déconsignant la mode au studio de photo, eh ben, la figure féminine s'est invitée dans la rue, un espace quand même jusqu'alors essentiellement masculin. Et ça, je trouve ça intéressant, et ça, c'est quelque chose aussi d'assez relatable pour nous autres femmes, les expériences de shooting, en fait, qu'on faisait quand on allait en ville. Vous l'avez fait, c'est sûr. Je ne suis pas seule à avoir fait ça. Tu vas en ville, tu vas prendre des photos, en fait, des photos de toi. Au final, quand on se prend en photo dans la rue, on est entre filles, et c'est des moments où on oublie presque qu'on est regardé. Surtout quand on est ado, parce que moi, je sais pas vous, et j'en discutais avec ma pote Capucine la dernière fois, on se fait beaucoup moins draguer et harceler dans la rue maintenant qu'on a 27 berges. Et du coup, à cet âge-là,
je pense que c'est d'autant plus un espace de liberté, ce moment du shooting, où tu oublies que t'es regardé. En fait, tu ne te donnes plus qu'à la caméra. Et il y a une forme de puissance qui se dégage de cette expérience, je trouve. Pour moi, la passante, elle n'est pas regardée que par des hommes. Les petites filles et les autres femmes élisent aussi leurs passantes dans la rue, dans la ville. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours fascinée quand j'arrivais à Paris, avant d'y vivre, quand j'étais petite et ado. J'étais fascinée. Et je les regardais avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'envie et beaucoup de tendresse aussi peut-être. Elles étaient le support de tous les films que je me faisais dans la tête, quoi. Et même si quand on regarde une passante ou une autre femme dans la rue, dans la ville, on a aussi internalisé des critères et des exigences masculines, il y a quand même quelque chose qui est irréductible à cet œil féminin. C'est un œil, déjà, quand on est passionné de mode, d'experte de la mode, un plaisir de se projeter dans ce que porte cette femme fugitive qu'on ne connaîtra jamais. Il y a quelque chose de très sensoriel, de regarder ce qu'elle a porté. Ouah, putain, elle a associé cette matière avec celle-ci, cette couleur avec celle-là, j'y aurais jamais pensé, mais c'est magnifique. C'est vraiment la plus grande source d'inspiration et de joie. Et ce que Rocamora dit au sujet justement des photos de mode qui mettent en scène la passante, elle écrit: la lectrice regarde une femme en laquelle elle peut peut-être se voir, mais aussi des matières, des couleurs et des formes qui, contextualisées dans le décor urbain, sont dotées d'une réalité empirique pouvant devenir sienne, un dynamisme sensuel que le mouvement des corps photographiés leur transmet tout en leur donnant vie. Ainsi mise en valeur, cette matérialité du vêtement de mode est rappelée à la corporalité de la lectrice dans la promesse d'un futur plaisir tactile. Ça nous rappelle que la mode est avant tout portée par des corps qui vivent, notamment dans la ville, et qu'elle est tout à fait matérielle, tout à fait concrète. Et par ailleurs, et c'est un peu le dernier point de cette longue vidéo, elle fait aussi de la passante l'expérience sensorielle de la ville, et peut-être de manière encore plus acérée que les autres, parce qu'elle a une plus grande réflexivité que les autres sur qui elle est, ce qu'elle représente, comment on la regarde, etc. Le penseur Benjamin dont je vous parlais, mais aussi le penseur Georg Simmel, qui est un peu le père de la sociologie avec Weber et d'autres allemandes. Georg Simmel dont je vous parle tout le temps et qui a beaucoup inspiré Benjamin. Je crois même que Benjamin a assisté à des cours de Simmel. Tous les deux ont beaucoup théorisé la manière dont la métropole a bouleversé la sensorialité. Le vacarme, les lumières artificielles, les odeurs, les signes publicitaires, les néons, tout ça, c'est plein de stimulations sensibles nouvelles qui me remodulent et redessinent complètement l'être au monde du citadin. Georg Simmel et Walter Benjamin, ils ont une lecture sensitive de la modernité qui certes est intrinsèquement politique, mais qui aussi change la manière dont on vit, quoi, dont on marche, on écoute, on parle, etc. Alors à leur époque, c'était vraiment un choc-barrant parce que c'était la disparition des chevaux, l'apparition du tramway, le métro, le chemin de fer, les câbles, les néons, l'asphalte qui n'existait pas avant. Donc franchement, c'est complètement un nouvel environnement pour eux. Et d'ailleurs, Benjamin, il en parle en 1935 avec un petit sous-ton un peu mélancolique. Il écrit: une génération qui avait encore connu pour aller à l'école les tramways à chevaux se trouvait en plein air dans un paysage où tout avait changé, sauf les nuages. Et au-dessous d'eux, dans un champ de force d'explosion et de courants destructeurs, le tout petit corps fragile de l'homme. En vrai, ça devait être un choc de ouf. Et c'est pour ça que Benjamin me dit que cette nouvelle sensorialité propre aux villes, elle est choc-barrante. Et à New York, c'était pire que tout, le bruit à New York, les sirènes. Et à Londres, j'ai eu une expérience quand même assez incroyable. Je vivais au-dessus du Bethnal Green Star, qui est un bar LGBT où il y avait des karaokés tous les soirs, sauf le dimanche. Des karaokés tous les soirs, sauf le dimanche, guys. Et en fait, la Bethnal Green Road, c'est une rue très, très, très empruntée où il y avait des double-deckers, les grands bus rouges à double étage, toute la nuit, guys. Guys, toute la nuit.
Franchement, j'ai appris à dormir sur mes deux oreilles, hein. En plus, il y avait des cockroaches, comment ça s'appelle? Je vais trop faire la meuf, mais j'ai que parlé de ça en anglais. Des cafards, des cafards. Bref, c'était un petit délire cette expérience. Il y a beaucoup de choses drôles et de moments d'humanité aussi, mais il y a beaucoup de choses choquantes. Et c'est pour cette raison que le citadin se crée une carapace. C'est pour cette raison que le citadin est blasé. Il n'a pas le choix, quoi. Il doit se créer une forme d'armure. Et d'ailleurs, pour tenir le coup, le citadin doit aussi se créer une décoration chez lui. C'est ce que Benjamin appelle une fantasmagorie de l'intérieur. C'est quelque chose d'assez bourgeois aussi, du citadin qui, en fait, pour se créer un cocon où il se sent bien, il décore son intérieur. C'est pour ça que les citadins développent aussi la notion de goût, en réalité, qui est aussi liée à la bourgeoisie, évidemment, mais à une bourgeoisie urbaine, citadine, quoi. L'autre conséquence de ces chocs, c'est cette volonté de se démarquer. Les urbains et les urbaines sont silencieux. Il n'est pas dans le code social de la ville coutume de se parler. On va pas se dire « Hey, salut, comment ça va les gars ?» quand tu rentres dans la rame de métro. Et vu que du coup on ne te parle pas, on se comprend à travers les vêtements. On développe en ville une herméneutique de l'habillement très très pointue et très très fine. En un coup d'œil, on sait à qui on a affaire. En tout cas, on le croit. C'est Rocamora qui en parle aussi dans son article. Elle écrit que le vêtement apporte ordre et repère au chaos urbain moderne en se faisant l'expression matérielle de la position sociale d'un individu. En gros, le vêtement trie, organise, administre un sens social à cette masse informe d'inconnus. Dans le chaos et le choc de la ville, on a besoin de la mode. Et c'est peut-être pour ça qu'en ville, on a développé autant de styles différents, de sous-cultures stylistiques, vestimentaires, etc. C'est peut-être pour ça que la mode est autant le fait de la métropole. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu différente de d'habitude, autant dans la narration que dans les images pour illustrer. Je sais pas si je vais quitter Paris bientôt, si à 30 ans, dans 3 ans, je ferai aussi ma crise de la trentaine. Écoutez, on refera le point à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très vite. Ciao!